Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, toujours dans le cadre de notre hors-série, en partenariat avec l'incubateur d'Avas Group, Avas Startup Accelerator, nous recevons aujourd'hui Didier Mormès, qui est président et CEO de la startup Contalto. Salut, comment tu vas ? Ça va très bien, merci de ton invitation. On est ravis de t'avoir aujourd'hui sur le micro de Charbon pour que tu nous racontes un petit peu ton aventure entrepreneuriale, que tu nous parles de Contalto, que tu nous décryptes un petit peu la volonté qu'il y a derrière, à quoi ça sert, comment vous insérez dans le marché, puis surtout pourquoi se lancer dans cette aventure, qui est l'entrepreneuriat, qui est quand même pas de tout repos, j'imagine. Ouais, c'est une aventure, hein, c'est le terme exact. Et je veux bien pour que on rentre clairement dans le vif du sujet, que tu nous briefes rapidement sur ce que c'est que Contalto, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Alors, Contalto, Elevate Your Content en anglais, donner de la hauteur à vos contenus en français. L'idée et notre raison d'être, je dirais, c'est d'aider les créateurs de contenu à développer des contenus qui soient plus engageants pour leurs audiences et plus efficaces également. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on fait ça ? On a développé des outils qu'on appelle d'intelligence marketing, qui vont aller trouver des contenus, d'abord les identifier, c'est pas toujours très très simple, hein. Les identifier, les trouver, les absorber avec ce qu'on appelle des robots, et les analyser ensuite, les analyser pour en tirer de l'information qu'on va faire passer à nos clients et qui vont nous permettre de faire un certain nombre de choses, notamment de la veille concurrentielle, hein, savoir ce qui se passe chez les concurrents, veille créative, ça va les aider en particulier dans le cadre de pitch ou de brief de clients à développer des contenus qui font sens par rapport au brief qui leur a été donné. Et puis également des insights, donc c'est ce qu'on va donner, des insights sur les marchés, les tendances, savoir quels sont les secteurs qui sont en développement ou en recul, quelles sont les marques qui sont plus fortes, quels sont les types de formats utilisés par les marques. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va faire et qu'on va fournir. Donc intelligence marketing pour faire tout ça. Ok, merci Didier. Du coup, intelligence artificielle, c'est là-dessus que vous capitalisez. On va y revenir juste après. On pourra rentrer dans le vif du sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de toi, me dire déjà d'où est-ce que tu viens, ce que tu as pu faire avant de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu as des expériences qui t'ont marqué ? Tu m'as raconté un peu off-record que tu étais passé par de la radio, donc aujourd'hui tu es plutôt à l'aise, j'imagine. Tu peux nous parler un peu de toi ? Oui, juste pour reprendre le point sur lequel on va revenir, qui est l'intelligence artificielle, il n'y a pas que ça dans Contalto, heureusement, hein, il y a surtout l'intelligence humaine, et donc on reviendra là-dessus. Pour parler de moi, écoute, je ne sais pas par où commencer. Effectivement, j'ai bossé en radio il y a maintenant pas mal d'années. C'était d'ailleurs mon premier job, on va dire. J'étais chargé d'études marketing au sein du groupe RTL et je travaillais pour Fun Radio et pour une radio qui s'appelait Maximum à cette époque-là. Mais surtout, c'était en fait un tremplin vers ce qui m'intéressait vraiment et ce qui me passionnait déjà à l'époque, qui était l'international, puisque à l'époque, donc le groupe IP, qui est la régie publicitaire d'RTL, a ouvert son activité sur l'Europe centrale et orientale et a créé une structure internationale de développement vers ces marchés-là. Alors, c'est une époque qui est absolument extraordinaire, parce que bon, je suis assez vieux, comme tu vois, c'est pas le terme. Disons que j'ai une vraie expérience du marché. Alors, on va parler d'expérience. On va parler d'expérience. Voilà. Bon, ça se passe à la fin des années 80, quand même. Il faut dire les choses quand même concrètement. Chute du mur de Berlin, 89. Et puis ensuite, il y a une vraie ouverture sur tous ces marchés-là. 90, c'est l'Ukraine, c'est les Pays-Bas qui deviennent indépendants. 91, c'est la fin de l'Union soviétique. Et le groupe IPRTL profite de cette époque-là pour passer des accords avec les médias, les chaînes publiques locales, et va développer des régies publicitaires sur ces marchés-là. Et moi, je suis parti de cette aventure-là, ce qui est absolument extraordinaire, parce que j'ai 25 ans. Hein. Et donc, je vais mettre en place des études d'audience, en particulier sur ces marchés-là, et mettre en place des structures de marketing sur République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Pays-Baltes. Voilà, donc une belle aventure. International, j'avais le goût d'international depuis le départ. Hein. J'ai fait une formation commerciale, j'ai fait un MBA grâce à une bourse aux États-Unis, et dans la foulée, j'avais donc enchaîné au sein du groupe RTL justement comme VSNE, donc coopérant à la fin des années 80. Voilà, c'était le début d'une aventure internationale, le début d'une aventure dans les médias, les études de marché, la publicité. C'est vraiment les constantes, je dirais, de ce que j'ai fait. Tu as enchaîné avec Eurosport, CNN, donc, qui sont des grosses marques médias, des postes de direction marketing, de responsabilité marketing, c'est ça ? Absolument.
Alors, j'ai eu la chance effectivement d'aller chez Eurosport. Donc, après cette aventure, j'étais débauché par Eurosport et je me suis retrouvé assez rapidement, c'était pas prévu, en 3 mois, directeur du marketing et des études d'Eurosport au niveau international. Et c'était une aventure formidable. Je m'occupais à la fois de la régie publicitaire et de la partie programme. À l'époque, il n'y avait pas encore de web, ça commençait seulement. Donc, j'ai participé aussi à cette aventure-là. Et surtout, pour moi, c'était une belle aventure humaine et sportive, puisque au-delà de la matière première du média, j'ai rencontré des gens passionnants, des journalistes sportifs, et j'ai eu l'occasion de mettre en place des événements, de participer à une opération marathon de New York début des années 90. On l'a fait 2 années de suite avec Denis Brognard, à l'époque, qui était journaliste chez Eurosport. Et voilà, donc c'était magnifique. J'étais dans mon élément, à tout point de vue, à la fois d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Et après une dizaine d'années chez CNN. Un peu plus même, 16 ans. 16 ans. 16 ans, oui. J'écoute, j'ai une dizaine d'années pour travailler un peu. Non, 16 ans. 16 ans chez CNN, que tu quittes ensuite, en 2014, pour te lancer dans une première aventure entrepreneuriale, c'est ça? C'est ça. CNN, 16 ans, je suis parti à Londres, en fait, chez CNN. Pareil, super aventure, très internationale par définition. Je travaillais pour CNN International, d'ailleurs. Et je m'occupais de partie études et marketing au niveau international, à la fois, encore une fois, sur la partie régie publicitaire, mais également sur la partie audience et toute la partie web qui était en train de se développer à l'époque. Donc quand même une vraie appétence pour la data, pour l'analyse stratégique, qui va te servir du coup pour la suite chez Contalto, où c'est un peu le cœur aussi de l'outil, c'est le chiffre. En tout cas, c'est de tirer de la data, tirer de l'insight. Donc c'est quelque chose que tu maîtrisais quand même en amont. Ah ouais, c'est un sujet, effectivement, depuis l'origine de ce que je fais, qui est dans la data, effectivement, les outils d'analyse. Mais bizarrement, quand j'ai quitté CNN en fin 2013, début 2014, je me suis lancé dans un domaine qui était totalement différent. Et je me suis dit, je vais développer une plateforme qui va aider les gens à se faire du bien. Et donc, j'ai développé quelque chose qui s'appelait Lifemotive, qui était une magnifique idée, un magnifique projet. Mais comme toute magnifique idée, s'il n'y a pas une exécution parfaite derrière, ça ne fonctionne pas bien. Je pense qu'on pourra revenir sur le sujet pour parler de ce qui fonctionne et ce qui est important dans l'entrepreneuriat. Quoi qu'il en soit, donc, j'ai lancé cette plateforme de digital learning, ça s'appelle comme ça. C'est une aventure qui a duré à peu près 3 ans. J'ai dû fermer la plateforme en 2017, mais je n'avais pas perdu le goût de l'entrepreneuriat. Ouais. C'était pas un échec qui était synonyme de on remballe les affaires et on s'en va. C'était synonyme au contraire, j'ai appris plein de choses. On le dit, c'est un poncif, mais on dit toujours qu'on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Là, c'est le cas. Là, c'était vraiment le cas, parce qu'en l'occurrence, j'ai appris une chose fondamentale, qui était que pour réussir un projet entrepreneurial, il faut être bien entouré. Et ça, c'est le premier sujet, au-delà même de l'idée, avant même l'idée. L'idée, c'est important, mais ce qui est important, c'est l'exécution et l'équipe qui va mettre en place l'idée et la vision. Et là, en l'occurrence, sur ce premier projet, j'étais parti seul avec une idée. Je me suis allié à des gens qui avaient une idée proche de la mienne, mais qui n'était pas tout à fait la même. Ouais. Et puis, on n'a pas trouvé les bons points de convergence. Ils m'ont pas apporté ce qu'ils m'avaient promis, ce qui fait que à un moment donné, j'ai dû arrêter. Voilà. Donc, l'équipe, un point essentiel. J'ai pas perdu le goût d'entrepreneuriat du tout. C'est-à-dire que quand j'ai fermé la boîte, entre-temps, j'avais créé une boîte de consulting parce qu'il fallait que je vive. Et il se trouve que mon premier client de ma boîte de consulting, qui était dans le domaine que je connaissais auparavant, qui était les médias, l'étude de marché, mon premier client, France Média Monde, société française, audiovisuel international, m'a donné une idée en me disant on aimerait développer tout ce qui est contenu sponsorisé pour nos activités. Est-ce que vous pouvez nous aider pour faire une analyse de ce marché-là? Et donc, je leur ai dit écoutez, pas de problème. Je vais contacter les acteurs de la pige publicitaire de ce monde, les Kantar, les Nielsen, les Ubiquity et d'autres, et voir effectivement qu'est-ce qui se passe sur ce marché, quelles sont les tendances. Et là, je me suis rendu compte, en contactant ces gens-là, qu'il n'y avait pas d'informations sur ce segment de marché. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je me suis dit, c'est quand même un segment, les contenus de marque, qui est en plein boom, pleine explosion. Là, on est en 2017, et il n'y a rien. Ah, puis c'est là où on commence à parler vraiment de brand content aussi. Voilà, donc c'est ça, on parle de brand content. Et je me dis, c'est pas possible, quoi. Je dis, c'est pas possible, il n'y a rien sur le brand content digital en termes de veille. Donc j'appelle un ancien collègue de CNN. Ça fait classe tout de suite de dire ça. J'appelle un ancien collègue de CNN. C'est la vérité. Aussi un peu, voilà. Ouais, écoute, je connais CNN, ouais. C'est la vérité. J'ai travaillé 16 ans, donc je suis désolé. Mais c'est intéressant parce qu'il y a à la fois le goût d'entreprendre, la maîtrise du sujet, de ce dont tu vas parler, du marché dans lequel tu vas te lancer, puis surtout une réponse à un besoin au final. Ouais. Donc, c'est pas uniquement une idée que tu as eue ou sur laquelle tu t'es lancé avec motivation et détermination, ça c'est obligatoire, c'est aussi une réponse à un écueil qui peut exister sur le marché.
J'avais compris que l'idée était importante. En l'occurrence, il y avait un besoin, donc ça tombait bien. Hein. Mais je me suis dit surtout à ce moment-là que, en fait, ce qui était important, c'est comment j'allais exécuter le sujet. Et donc là, le collègue en question, il se trouve qu'il était à Hong Kong à l'époque. Il avait une fonction un peu similaire à celle que j'avais avant de quitter CNN. Et il me dit, effectivement, écoute, il n'y a pas grand-chose. Je te confirme, il n'y a pas grand-chose en termes de veille concurrentielle sur le brand content digital. Il y a une société américaine qui fait un petit truc, mais c'est pas terrible. Et puis lui, à ce moment-là, il quittait CNN aussi. Je lui dis, écoute, réfléchis, on peut peut-être faire quelque chose ensemble, parce que moi, j'étais mordu par l'entrepreneuriat. Lui, pas vraiment. En tout cas, il n'était pas dans cet état d'esprit-là. Et puis, quelque chose qui est important, je vais lui raconter pourquoi, c'est que ce garçon et moi, on a beaucoup de points communs. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'important. Il y a le début d'une belle histoire entrepreneuriale, puisque voilà quelqu'un que je connais bien, que je respecte, qui a une expérience parfaite pour ce que j'imagine qu'on pourrait faire. Et maintenant, est-ce qu'il a la motivation et l'envie de développer une boîte ? Et il m'a dit, écoute, laisse-moi 3 mois, je réfléchis, et puis on en reparle. Et il m'a recontacté 3 mois après en me disant, écoute, j'ai bien analysé le marché, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose à faire, faisons-le. Et on est parti en mode start-up, c'est-à-dire qu'on est parti avec un papier, un PowerPoint, pour dire les choses clairement, en mode lean start-up. On avait lu le manuel, hein, et avec ce PowerPoint, on est allé voir des prospects tout de suite, en leur disant, voilà, on a une idée, on voudrait développer un outil qui va faire de la veille internationale sur le brand content digital. Voilà le genre d'analytique, de métriques qu'on aimerait développer. Voilà le type d'outils, de plateforme logicielle qu'on voudrait développer pour mettre à disposition ces informations-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous intéresse ? Au-delà de ça, seriez-vous prêt à nous payer d'avance le développement de ce produit ? Et là, on s'est entendu répondre oui. Mais pas une fois, on s'est entendu répondre 4 fois. Pas n'importe qui, en l'occurrence, c'était des gens comme BBC, comme Bloomberg, comme CNN, donc hypothèse, comme Eurosport. Donc l'hypothèse était la bonne. Hypothèse validée, quoi. Hypothèse validée. Donc ça, c'était plutôt mal. On s'est dit, voilà, on a déjà fait la preuve que notre idée était pas mauvaise. Du coup, lancement officiel, moi j'ai noté 2021. Donc en fait, non. En fait, ça, c'est en 2018. Et on va donc se lancer. On va créer la boîte en 2018. Fort de l'argent que nous ont donné d'avance ces gens-là, quand même, hein. Ils nous ont payé 40 000 euros chacun, hein, c'était pas mal. Hein. Et on a développé le produit grâce à cet argent-là, plus évidemment ce qu'on a pu rajouter. Et on a lancé notre plateforme en 2019 sous le nom de BC Intel. Donc une première version juillet, on a commencé à commercialiser en septembre 2019. Et là, patatrac, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu. Personne d'ailleurs ne l'avait prévu, puisqu'en mars 2020, tout se ferme. Et en particulier pour nous, puisque nos marchés, ceux qu'on avait visés depuis le départ, c'était les États-Unis et le Royaume-Uni, puisqu'on analysait les contenus de marque en anglais. Et donc, on visait ces marchés-là en priorité, et ils se sont fermés à toute prospection commerciale pendant 18 mois, quasiment. Donc, ça a été une catastrophe d'un point de vue commercial, mais ça ne nous a pas du tout dissuadé d'avancer. Le besoin était quand même là, quoi qu'il arrive. Le besoin était là, et on a quand même ajouté pas mal de clients entre-temps, puisqu'on a développé un portefeuille d'une dizaine de groupes éditeurs clients. Encore une fois, pas des petits, hein. On a rajouté le Financial Times, The Economist. Au final, une fois que ça a réouvert un petit peu, les budgets pubs, ils se sont un peu rehaussés aussi. Donc au final, il y avait quand même du travail à faire de votre côté sur qui est-ce qui investit sur quoi. Il y avait quand même des choses à faire. Nous, on suivait, c'était notre métier. Ça, c'est notre métier. On suivait l'évolution du marché du brand content, puisque c'est ce qu'on fait. Donc on voyait bien les tendances. On voyait bien qu'effectivement, il y avait un trou d'air entre février et mai 2020, mais qu'ensuite, les choses avaient repris, et d'une façon très forte. Donc, on l'a vu ça. Il y a des secteurs qui ont été absolument décimés. Hein. Tout ce qui est voyage, tourisme, c'est une catastrophe. Ils ont du mal à s'en remettre. Mais il y a d'autres secteurs, notamment dans tout ce qui était B2B, ça repartait en flèche, et qui avaient profité justement de ce moment-là pour mettre en avant la transformation digitale et plein de thèmes qui sont devenus à la mode. Donc oui, nous on a vu ça, on a vu ces développements-là, sauf qu'on n'était pas présent commercialement sur ces marchés-là, et donc on a malgré tout souffert pour développer notre portefeuille commercial. Vous êtes combien au sein de Contalto aujourd'hui ? Alors Contalto, c'est la marque, on n'en a pas parlé, mais c'est la marque qu'on a créée il y a à peine 2 mois là. On vient de la lancer. Donc la marque Contalto est neuve, entre guillemets. L'idée, la mécanique, le produit est plus ancien. Oui, sauf qu'on a complètement restructuré, remodelé notre base de données et la plateforme qui allait avec. Donc, on a lancé une nouvelle plateforme logicielle. C'était tellement bien qu'on s'est dit, on va créer une nouvelle marque, on va donner un nouvel élan à ce produit qu'on a développé. Donc, pour répondre à ta question sur l'équipe, aujourd'hui, il y a 9 permanents. On est entre Lyon, pour la partie de développement technique,
Paris pour la partie analyse de données et Londres également, puisqu'on a le responsable des opérations qui est basé à Londres. Voilà. Aujourd'hui, sur cette équipe-là, on sent que c'est bien engagé, on sent qu'il y a une vraie vision et que ça répond à un vrai besoin. Donc ça, c'est quand même le point essentiel. Pourquoi un passage par l'incubateur? Pourquoi, malgré tout, il y a eu cette envie de se rapprocher de Havas et de faire des choses avec, sachant que ça roulait plutôt bien? Donc c'était quoi l'objectif? C'est d'être accompagné, d'avoir une autre vision, une prise de hauteur, d'avoir accès à des clients différents? C'était quoi l'idée derrière? Alors, il y a deux raisons principales. Comme je l'ai expliqué, on a attaqué d'abord les marchés anglo-saxons et on a attaqué en plus un segment du marché qui est ce qu'est les médias, les groupes médias, les éditeurs. Et donc, dans notre stratégie go-to-market, comme on appelle ça, la deuxième étape, c'était de s'attaquer, d'aller commercialiser notre offre auprès des marques, donc des annonceurs, et des agences de communication qui sont leurs intermédiaires sur le marché publicitaire. Donc là, c'était l'opportunité parfaite puisque Havas, c'est une des plus grosses agences de communication au monde et qu'ils ont un portefeuille de clients, marques et annonceurs qui est très important. Donc du coup, c'était pour nous, je dirais, l'opportunité de développer le business model qui allait convenir aux marques. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Le deuxième sujet, c'était que, timing parfait également, c'est que comme on avait lancé que sur les marchés anglo-saxons ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on analyse que du contenu en langue anglaise et qu'on souhaitait développer géographiquement notre offre, avec Havas, l'idée, c'était aussi de se lancer sur d'autres marchés, notamment en France, avec l'analyse des contenus de marques en langue française, et en Allemagne et en Italie. Et ça, on va le faire dès le début de l'année prochaine. Ouais, donc il y a cet objectif-là de continuer à travailler pour du renouvellement client ou d'autres clients, puis surtout arriver sur le marché français, et tu l'as dit, latin aussi, entre guillemets, parce que là, cette marque-là, le groupe Havas, c'est quand même extrêmement bien implémenté en Europe. Et surtout, en France, c'est le mastodonte, en tout cas, hein, c'est l'un des plus gros groupes. Vous bossez avec les agences médias du groupe? Comment ça fonctionne? Parce qu'on a un petit peu saisi les enjeux de ce partenariat d'incubation avec l'accélérateur Havas. C'est quoi? Vous travaillez en direct avec les agences médias ou c'est quel type d'agence que vous avez en échange? En fait, la façon dont ils approchent le sujet est très bonne, évidemment, parce qu'ils l'ont choisi. Mais en fait, ils nous ont donné un parrain, ou une marraine en l'occurrence, puisqu'on a une agence du groupe qui est notre marraine ou notre sponsor. Et en l'occurrence, c'est une agence créative et pas une agence média. Et c'est Havas Paris. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que notre solution, elle allait surtout, comme je l'ai dit dans l'introduction, notre solution était destinée aux créateurs de contenu pour les aider à développer des contenus qui soient plus engageants et plus efficaces. Et on va vers ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on a parlé de ce qu'on faisait et de ce qu'on a déjà développé. Ouais. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va faire. Donc, il y a les enjeux de data qu'on comprend bien en tant que média, en tant qu'éditeur, etc. Mais tu vas pouvoir nous refaire un point dessus. Hein. Mais les enjeux aussi de créa, le type de format, à partir de quand, par exemple, je sais pas, mais quand est-ce que le texte arrive, quand est-ce que ça fait la différence, quand est-ce que quel format vidéo, ça c'est des éléments pour les créas, parce qu'une créa part une fois qu'elle est finie sur de la médiatisation, évidemment, mais au départ, il faut penser le format, il faut penser l'écriture, la narration, et ce que tu dis est assez intéressant, et ça remet au cœur la création publicitaire, et je trouve ça hyper important. Je veux bien que tu me refasses peut-être un petit point sur la plateforme Contalto, sur la proposition de valeur que vous avez auprès de ces agences. Pour les annonceurs, on a bien saisi. Les enjeux un peu chiffrés, data, etc., on a bien saisi là-dessus. Mais est-ce qu'on peut se refaire un petit point peut-être sur la partie créa pour inspirer les gens? Et tu le dis, hein, un outil de veille, vous êtes un outil d'une plateforme de veille, nouvelle génération, donc peut-être explique-nous pourquoi et qu'est-ce que ça peut permettre de faire aux créa. Alors je vais reprendre en fait, je vais te donner quelques chiffres sur Contalto, pour que tu comprennes bien les enjeux et pourquoi ça va être très intéressant pour les gens qui fabriquent les contenus. D'abord, Contalto, c'est maintenant 3 ans de données. Donc, on travaille sur 2 marchés qui sont principaux, qui sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais on a également quelques médias, groupes médias qu'on analyse sur l'Asie Pacifique, toujours en langue anglaise. Et aujourd'hui, on a 165 médias sur lesquels on travaille, sur lesquels on va chercher au quotidien en permanence les contenus de marques qui sont publiés. On a je crois qu'on a 8000 marques en base. On a plus de 40 000 campagnes analysées depuis 3 ans. Et on a plus de 40 variables pour chacune de ces campagnes qui nous permettent d'analyser les campagnes. Donc, on a énormément de points de données par contenu analysé. Et donc, on est capable d'identifier ce qu'on appelle, nous, la signature digitale d'un contenu, son ADN, en quelque sorte, si tu veux, le décortiquer dans tous ces éléments, toutes ces composantes. Et effectivement, on est capable de dire, voilà, ce contenu, il a telle composante, il ressemble à ça. Certes, il a de la vidéo, mais il a de l'infographie, c'est un podcast. Il a été diffusé, distribué sur tel type de plateforme. Et surtout, on va dire de quoi il parle. Donc là, c'est là où on utilise l'IA, effectivement, pour revenir à l'IA. Donc, de quoi ça parle? Quels sont les thèmes qui sont abordés dans le contenu en question? La forme, mais le fond aussi, le sujet abordé. Exactement.
quel est l'objectif que la marque a par rapport à ce contenu, à la fois en termes marketing, c'est-à-dire est-ce qu'elle cherche plutôt à générer de la notoriété ou de la considération ou de la conversion ou de l'advocacy, comme on appelle ça, pour le produit ou le service, mais aussi sur qu'est-ce que le contenu cherche à faire par rapport à la personne à laquelle il est destiné. Est-ce qu'il cherche à informer la personne ? Est-ce qu'il cherche à l'inspirer ? Est-ce qu'il cherche à la divertir ou donner des choses pratiques ? Et donc, nous, on analyse avec des algos qu'on a développés avec un partenaire universitaire. Hein. Donc, on analyse les contenus de cette façon-là. Ce qui fait qu'on scanne des contenus et on a une bonne vision de ce qu'est un contenu de marque. Donc, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'enjeu pour nous, et pour revenir sur le sujet de la création, c'est quoi ? On se dit, on a une telle richesse qui est totalement unique par ailleurs, hein, sur l'analyse des contenus, qu'on va être capable d'aider les gens qui fabriquent les contenus à optimiser leur création. Pourquoi ? Parce que en fonction d'un brief qui a été donné par une marque, une cible déterminée, une zone géographique visée, nous, on va être capable de dire, voilà. Ouais, vous sortez des choses très concrètes, quoi. Voilà, on va dire concrètement, voilà, pour cette cible-là, pour ces objectifs marketing-là, ces objectifs que par rapport à la cible en question, voilà le type de contenu qui aujourd'hui est développé. Et donc, on va être capable de développer, si tant est qu'on puisse obtenir par ailleurs des informations sur l'efficacité, hein, puisque ça, c'est un élément qu'on n'a pas aujourd'hui, mais quand justement, on va récupérer à un moment donné. Donc, si tant est qu'on puisse obtenir l'information sur l'efficacité des contenus, des campagnes en question, on a tout. On a tout ce qu'il faut pour développer un outil prédictif. Ouais. Enfin, en tant que créa, si on réfléchit 5 minutes, ça permet d'avoir un élément en plus dans la réflexion créative. Donc, la réflexion créative qui vient de l'esprit, etc., avec le moment d'idéation. Mais si en plus on a des éléments très concrets, très factuels, qui sont très insightés, malgré tout, c'est quand même le nerf de certaines idées créa, c'est l'insight. On a le fer de lance d'une bonne campagne, enfin d'un bon format, du coup. Exactement. En fait, les créatifs sont les premiers à le dire. Hein. Pour les aider dans leur travail aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont certes une expérience, ils sont certes créatifs, c'est leur nom, hein, mais tout ce qu'ils font, c'est très empirique. Et ce que nous, on peut leur apporter, justement, c'est une forme de science qui va les aider dans leur travail de réflexion, depuis l'idéation, comme tu dis, hein, jusqu'à l'exécution, en leur donnant des exemples qui fonctionnent, mais en allant jusque dans le détail. C'est-à-dire que nous, on est capable de dire, voilà, un contenu qui a 2 vidéos ou 3 vidéos, un podcast, 5 infographies, 3 photos, des photos de stock versus des photos développées en propriété. Quel type de client, comme ça on peut comparer, quel type d'industrie, dans quel secteur, quel type de marque. Ce contenu-là, il a plus de chances d'être efficace qu'un contenu qui est comme ça. Tu as aujourd'hui des retours concrets des équipes créa de Havas Paris, tu as fait des points avec elles, etc. Alors, on en est encore au début du partenariat, puisque, même si ça fait 2 mois. Ouais, mais tu sens qu'il y a une appétence. Oui, bien sûr, il y a une appétence. C'est-à-dire que quand on leur a présenté la plateforme déjà en l'état, d'abord, on a un bel outil, il faut le dire. Hein. Contacto, c'est vraiment une vraie évolution par rapport à notre première plateforme. C'est très facile, c'est très intuitif en termes d'utilisation. Ils ont été très impressionnés par la profondeur des données, puisqu'on couvre. Effectivement, on a tous les secteurs qui existent. C'est-à-dire qu'on a 32 secteurs, on a 275 sous-secteurs, encore une fois, 40 000 contenus. Donc oui, ils ont été tout de suite séduits, je dirais, par cette plateforme. Est-ce que ça pouvait leur apporter au quotidien dans leur workflow quand ils sont en phase de pitch ou de développement de campagne. Ouais. Et je reviens sur l'incubateur. Pourquoi vous avez fait le choix et la rencontre de l'incubateur Havas, et pourquoi pas un autre peut-être plus business, qui était plus axé client, etc. Qu'est-ce qui a fait que l'incubateur Havas Group, OK, on y va, c'est bon, l'idée fonctionne. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu eux plus qu'un autre, en fait? Parce qu'il y a quand même une offre d'incubateur assez large. Oui, pas tant que ça. Hein. En tout cas, là, en l'occurrence, il y avait des thématiques. Non, mais il y en a beaucoup qui promettent des nouveaux clients. Tu sais, sur les startups assez matures, sur nouveaux clients, mise sur le marché, accompagnement... Mais il y a un axe business qui est indéniable aussi dans le choix d'Havas, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, parce qu'ils ont des clients qui nous intéressent. Hein. Donc, et ils l'ont bien compris. C'est-à-dire que, évidemment, là, pour l'instant, on est en train de discuter à comment aider les équipes d'Havas à développer des campagnes qui soient plus efficaces, plus engageantes. Mais, in fine, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir aller à la rencontre des clients d'Havas et de leur vendre notre plateforme. Donc là, il y a un potentiel d'affaires qui est non négligeable et qu'on va devoir explorer, et que j'espère bien qu'on va pouvoir l'explorer. Et dans les deux côtés, du coup, parce qu'au final, Havas exactement, a accès à la techno pour ses clients, et puis pour ses équipes, et de ton côté, tu as accès à un portefeuille client qui est différent. Là, c'est hyper... on l'a déjà dit sur d'autres épisodes, mais je trouve c'est assez sain, tu vois, comme relation. J'ai l'impression que c'est très sain, c'est très clair, c'est OK, on focus sur le business, on peut faire des choses hyper intéressantes. Le produit est bon. Le produit n'est pas à son début, entre guillemets, il est déjà bien établi.
Donc, c'est ce qui fait la force aussi de votre offre, je pense. Oui, mais encore une fois, j'expliquais je dirais le roadmap, le développement vers l'outil de prédictif et l'expansion géographique. Il y a plein de choses à faire encore. Ouais, bah bien sûr. Là, on a mis en place, je dirais, la structure, la base, et on va scaler maintenant, comme on dit. Bien sûr. Et l'automation, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est un sujet hyper important pour nous, parce que tout ce que je t'ai décrit, c'est un peu complexe à mettre en place. Et donc, il a fallu automatiser nos process. Et là, aujourd'hui, on arrive à un niveau d'automation qui est satisfaisant, ce qui nous permet d'aller plus loin en termes géographiques en particulier. Oui, mais c'est toujours le next step, c'est toujours le sujet. Une fois que tu as l'idée, la plateforme, la mécanique, c'est comment on automatise les process, comment on rend ça un peu plus pérenne sur le long terme, comment on évite d'épuiser les équipes, comment on rend ça efficace, avec quelle techno. Et c'est ce qui donne la force aussi à certaines boîtes, au final, de se développer. C'est une fois qu'on arrive à un certain seuil d'automatisation que tu dis, bon, ça fonctionne. Et tu peux passer à d'autres paliers, tu peux focus sur d'autres sujets. Et là, tu l'as dit, l'expansion, pas mal de choses qui arrivent en vérité sur les mois prochains. On sent dans ce que tu me racontes une sorte de... je vois bien la proposition de valeur de l'outil, ça me paraît très clair. C'est à la fois très tech, très péchu, très technique, et en même temps, on comprend. Voilà, tu vois, on saisit tout de suite l'enjeu, que ce soit pour le côté annonceur, que ce soit pour le côté des équipes agences chez la créa. Je sens que c'est pas que l'âme d'entrepreneur, il y a aussi une âme de challenger. J'avais noté que tu avais réalisé pas mal de triathlon, de marathon. Est-ce qu'il y a ça aussi dans ton profil, ce qui t'a poussé à entreprendre, cette volonté de relever du défi? Parce qu'au final, tu l'as dit, après tes expériences, comme tu l'as dit, te lancer dans cette aventure-là, c'est peut-être un nouveau défi aussi, c'est un nouveau challenge de vie. Parce que tu aurais pu rester tranquillement dans une boîte à faire du consulting. Hein. Oui, non, mais je suis beaucoup dans le défi, c'est évident. Je suis beaucoup dans le défi. J'ai fait pas mal de sport d'endurance, comme tu viens de le dire. Pour moi, c'est un sujet permanent depuis le départ de mon existence, je dirais. Je suis tombé là-dedans tout petit. Mon père était prof de judo. À 5 ans, j'ai fait du judo. Voilà. Et donc, j'avais la fibre à la fois compétiteur et sportive. Et c'est vrai qu'il y a des valeurs communes très fortes entre le sport et l'entrepreneuriat. Il y a le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut de l'exigence, il faut de l'endurance, il faut de la résilience même. Il faut être motivé, ça, évidemment. Mais j'ai fait des sports d'endurance, mais en réalité, j'ai toujours fait dans les cadres collectifs. C'est-à-dire que j'ai toujours, par exemple, que ce soit le triathlon, d'abord le triathlon, on ne s'improvise pas triathlète, il faut travailler, il faut apprendre des techniques, mais même la course à pied ou le trail, moi j'ai fait beaucoup de trail, des longues distances. Ce que j'adorais, c'était l'entraînement, c'était être encadré, travailler. J'avais un coach, on était dans un club. Toutes ces valeurs-là, je les adorais, j'y adhérais totalement. Et c'est vrai que l'entreprise, finalement, c'est très proche. Il faut pouvoir motiver les équipes, à faire adhérer tout le monde à un projet, avoir les objectifs et bien les exprimer. Et dans le sport, si tu n'as pas d'objectif, il ne se passe pas grand-chose. Ah non, mais c'est hyper lié, cette notion d'objectif entre le sportif et l'entrepreneur. C'est ce qui se rapproche le plus. C'est à quel moment j'en suis dans ma préparation, du coup, dans mon projet entrepreneuriat. Quels sont les objectifs? Est-ce que c'est 1 match, 2 matchs, 3 matchs, demi-finale? Et du côté entrepreneur, c'est combien je vais faire de levées? Est-ce que je vais avoir tel client au bout de 6 mois, etc. C'est assez proche sur la roadmap. C'est totalement proche et en même temps, c'est tellement proche que ça s'en est. Je pense que les gens, effectivement, qui ont des carrières de sportifs ont l'exigence pour devenir entrepreneurs potentiellement. Je ne dis pas qu'ils le sont tous. Mais il y a une notion de rigueur aussi. Il y a une notion de rigueur. Mais surtout, il ne faut pas aller trop vite. C'est ça, en fait. Et c'est ça qu'on apprend dans le sport. On apprend beaucoup d'humilité. On apprend à se relever en cas d'échec. Et parce qu'on perd des matchs. On ne va pas gagner toutes les courses auxquelles on participe. Et on plante des boîtes et on a des projets qui ne voient pas le jour. Et surtout, on peut avoir une vision. On peut avoir la vision d'être champion. On peut avoir la vision de développer une boîte qui va faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut être capable de pas griller les étapes et de construire les choses petit à petit, de mettre en place, d'avoir la stratégie, certes, mais d'être capable d'avoir une tactique qui va pouvoir être réorientée en fonction de ce qui va se passer. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire qu'il y a la vision, il y a ce qu'on a envie de faire, et puis il y a les événements. C'est-à-dire que l'idée, à la base, elle peut être extraordinaire. Mon premier projet que j'ai exprimé tout à l'heure, c'était, je pense, une très bonne idée. Mais à un moment donné, il va falloir savoir bifurquer, c'est-à-dire que parce qu'il y a des choses qui vont être au milieu du gué
Et puis, il va falloir les contourner, il va falloir tactiquement penser à autre chose, différemment. Et il y a 2 niveaux de comparaison, en tout cas de liaison. C'est sur l'aspect mental avec rigueur, motivation, détermination, vision, projection, sueur, évidemment, pour le sportif et l'entrepreneur. Et deuxième niveau de lecture, adaptation, tu vois, la capacité. L'application. La tactique, c'est valable pour une entreprise comme pour une équipe collective qui doit mettre en place un plan de jeu. Exactement. Et je trouve ça intéressant. Et puis, tu sais, dans les grandes boîtes, on dit souvent les valeurs du sport, etc. C'est très galvaudé, très buzzword, mais au final, c'est très réel, tu vois. Je trouve que les valeurs sont communes et que quand tu as un peu galéré dans un club ou quand tu as un peu vu ce que c'était qu'aller t'entraîner le soir à 22h sous 2 degrés autour de la piste, etc., tu as vu un peu ce que c'était que de se mettre dans le mal pour un projet qui soit collectif ou perso, mais te mettre à dispo de quelqu'un d'autre ou te mettre... Et je trouve que c'est assez proche de la vie entrepreneuriale de se dire, on va se faire mal 2, 3, 4 mois, 1 an, et normalement, ça doit rouler. C'est exactement ça. C'est une expression que j'utilise très souvent, c'est-à-dire apprendre à se faire du mal. Et c'est marrant parce que mon projet précédent, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai cité les stéréotypes, apprendre à se faire du bien. C'était pas complètement anodin que j'avais choisi cette thématique-là. Et moi, j'ai beaucoup appris à me faire du mal, notamment dans le sport et dans le sport d'endurance. J'ai fait des trails très, très longs. Je faisais des week-ends où je faisais 60-70 km de course en 2 jours, tu vois, en entraînement. Et ça peut paraître dingue. Et en réalité, une fois que tu t'es mis dedans et que tu as compris que c'était simplement une phase vers un objectif, ça passe très bien. Ça passe très, très bien. Et ton corps l'accepte, le gère, ton mental aussi. Et c'est ça qui est formidable. C'est que l'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire, OK, là, c'est difficile. Là, je suis dans le dur. Là, là on n'y arrive pas. Mais savoir que, écoute, en fait, je fais ça parce que je veux aller vers ça. C'est ça mon objectif. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ouais. Et évidemment, c'est complexe. C'est complexe parce qu'il y a des moments où tu ne maîtrises pas. Tu vois, quand tu ne sais pas où tu vas, ça se trouve, tu es quasiment au bout. Ça se trouve, dans un mois, tu vas signer un gros client ou tu vas faire une levée, mais tu ne sais pas. Pareil dans le sport, tu dis, je vais lâcher, alors que non, ça se trouve, tu étais en train de récupérer ton rythme, tu étais en train de récupérer ta blessure. Enfin, je trouve hyper intéressant ce parallèle-là. Ça m'amène à ma question suivante, qui est logique, c'est sur le terme charbonner. C'est évidemment le nom de ce podcast, charbon. J'aimerais bien que tu me donnes ta définition perso de ce que ça veut dire pour toi, aller charbonner, aller au charbon. Aller au charbon, justement, c'est ça, c'est donner, c'est faire tout, donner tout pour arriver à un objectif. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que si j'ai mis toutes les conditions nécessaires, je suis en bonne position pour arriver à mon objectif. Je dis pas que je vais y arriver, parce que malheureusement, c'est pas toujours gagné, mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait. Et charbonner, c'est ça, quoi. C'est y aller au fond de la mine et puis aller creuser, quoi. Mais parce que derrière, on sait qu'il y a quelque chose d'important qui se trouve derrière et ne pas perdre la vision des choses, mais se donner les moyens. Pour moi, charbonner, c'est d'abord ça, c'est se donner les moyens, faire tout ce qu'il faut pour arriver à un objectif. J'ai une dernière question pour toi sur le sujet de l'innovation, parce que on parle entrepreneuriat et innovation, c'est les 2 thématiques de ce format-là, de ce podcast-là. Pareil, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ta vision de l'innovation ? Est-ce que c'est une finalité ? Est-ce que c'est une fin en soi ? Ou est-ce que c'est un moyen d'arriver quelque part ? Votre produit, tu dis une plateforme nouvelle génération, donc a priori une plateforme innovante. Ça veut dire quoi pour toi, faire de l'innovation ? Comment tu le vois ? L'innovation par rapport à notre projet, pour être concret, elle n'a de sens que si elle va aider les gens auxquels on s'adresse à améliorer leur activité. Si jamais c'est pas le cas, je vois pas trop l'intérêt d'innover. Innover pour innover, c'est pas vraiment ça le sujet. Nous, l'innovation, effectivement, il faut qu'elle ait une implémentation et une traduction par rapport à nos clients. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. L'innovation que je te l'ai décrite par rapport à notre objectif de plateforme prédictive pour aider les gens qui fabriquent les contenus à les optimiser, c'est ça l'innovation telle qu'on l'imagine. Faire de l'IA pour faire de l'IA, l'IA va nous aider, le machine learning va nous aider à développer cet outil dont on a parlé. Moi, l'innovation, elle est au service de mes objectifs commerciaux et de mes clients. Ouais, la technique est au service de quelque chose. Tu l'as dit, ça va nous aider. L'IA va nous aider. T'es pas arrivé en disant on fait de l'IA. D'ailleurs, tu m'as repris sur l'intelligence artificielle, tu m'as dit il y a aussi de l'intelligence humaine. Donc voilà, c'est pas la techno pour la techno. Ça, c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui peut-être se trompent de prise de position, se trompent de valeur, se trompent de mise en avant de marque et ne parlent de techno que pour parler de techno. Là, au final, on a une vraie proposition de valeur au final. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que quand je parle des investisseurs également, et ils me disent, mais oui, il n'y a pas beaucoup de R&D dans votre projet. Je leur dis, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, la R&D, quoi. Moi, la R&D, il faut qu'elle soit au service de mon projet, de ma vision, de mes clients. Et là, en l'occurrence, elle est très ciblée. Nous, notre projet, c'est, comme tu l'as résumé, c'est Artificial Intelligence and Human Ingenuity.
Et c'est vraiment ça. Donc, c'est à la fois l'intelligence artificielle et puis beaucoup de savoir-faire humain, quoi. Et c'est pour ça que j'ai une équipe d'analystes à Paris, des gens qui vont valider ce que l'IA va produire au quotidien, quoi. Donc, il y a les deux. C'est la conjonction de ces deux choses-là qui fait que notre projet va pouvoir fonctionner. L'IA seule, en tout cas pour nous, c'est pas un sujet suffisant. C'est hyper intéressant, Didier, merci pour ta réponse et la vision que tu as de l'innovation, parce que c'est la thématique qui nous intéresse et il faut pouvoir mettre des mots dessus, il faut pouvoir la définir concrètement et nous dire à quoi elle sert, comment on arrive à l'apprécier. Didier, on arrive à la fin de cet épisode de Charbon, donc merci déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à toi de m'avoir invité, exercice que j'ai vraiment apprécié. C'est bien de s'arrêter un petit peu pour réfléchir à ce qu'on fait, et c'était l'occasion de le faire. J'aimerais remercier le groupe Havas qui, d'abord, nous a intégrés dans son accélérateur à Station F. Une opportunité formidable et c'est tout à fait appréciable qu'ils aient développé ce partenariat avec vous sur ce sujet-là. Merci Didier, tu fais bien de le préciser. Merci au groupe Havas de nous accompagner sur ce format hors série en partenariat avec Havas Startup Accelerator, donc l'incubateur de start-up. Merci surtout à vous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.